Bonjour à tous, j'espère que ce live va vous plaire et vous apporter quant à la mise en place et les débuts, les balbutiements, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux débutants de l'alimentation anti-inflammatoire. Du coup là je vous rappelle donc ce qu'on s'est dit là, grosso modo. Je fais un résumé de ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et donc, du coup, après avoir vu les objectifs de l'alimentation anti-inflammatoire, on a vu que l'objectif, c'était de ne plus souffrir. Hein. C'était pas d'avoir une belle petite assiette et d'être une bonne élève. C'était de ne plus souffrir. Ou en tout cas, plus autant et pas avec la même intensité et pas avec la même fréquence. On a vu que pour bien commencer, il faut être convaincu. Donc, il ne s'agit pas de dire « il faut, je dois ». Non, il faut en avoir envie et être convaincu que ça a du sens pour nous, donc du sens pour toi. Il faut que toi, à titre personnel, c'est du sens pour toi. Pour être convaincu, je t'invite à regarder des vidéos, à lire des articles et des livres sur le sujet, à écouter des podcasts autour de l'impact de l'alimentation au sens large. Ça n'a pas besoin d'être anti-inflammatoire. L'impact de l'alimentation sur la santé, c'est quand même quelque chose qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc voilà, tu ne viendrais pas l'idée de mettre du sucre dans ta voiture. Bon, ben nous, c'est un peu ce qu'on fait malheureusement. Et enfin, faut faire des tests. Il n'y a pas de secret. Comme il n'y a pas de régime type et que personnellement je suis contre les régimes types, régime dans le sens d'une de repas type, le matin c'est ça, midi c'est soit ça, c'est ça. Je suis absolument contre cette idée. Moi-même je l'applique pas pour moi, donc c'est pas pour le recommander sur le groupe. Donc c'est à chacun de faire ses essais de recettes, voir celles qu'elle aime pas, les améliorer, les modifier, les corriger, les réajuster. Bref, hein, la cuisine c'est comme on aime. La cuisine même anti-inflammatoire c'est comme on aime. Et puis il faut pas se leurrer, il y aura quand même l'apprentissage d'une autre façon de cuisiner. Ça, faut pas se raconter d'histoire et ça s'improvise pas, ça se fait pas en un jour. Et surtout, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'alimentation, ce n'est pas juste remplir la bouche jusqu'à ce que l'estomac soit plein. L'alimentation, il faut aussi l'intégrer à son mode de vie. Et pour ça, il faut être conscient de ce que l'on mange. Il faut avoir une idée assez précise de la nature qualitative de notre assiette. Et pour ce faire, je vous invite très grandement à faire un journal alimentaire, c'est-à-dire un journal dans lequel vous allez reporter tout ce que vous mangez, buvez et grignotez tous les jours, et ce pendant un minimum de 15 jours à 3 semaines, et faire un inventaire de ces placards, c'est-à-dire qu'on va voir dans ces placards, parce qu'on ne va pas tout foutre en l'air, hein, ce qu'on a, on l'a, hein. Donc on va voir dans ces placards ce que l'on a, qui est compatible, ce que l'on a qui ne l'est pas. Et ça va permettre de prendre conscience en fait de ce que l'on mange, à savoir est-ce que l'on est surtout on a une base alimentaire qui est vraiment ultra transformée. C'est pas un jugement, jusqu'à maintenant on nous a dit que c'était bien puisque la seule chose qui était saine c'était les calories. Alors qu'en fait non, c'est faux. J'ai perdu 30 kilos sans jamais compter de calories et j'ai jamais mangé aussi gras de ma vie, donc des conneries les calories. Et donc maintenant nous allons attaquer le dur du sujet d'aujourd'hui, à savoir les étapes et les évolutions. Maintenant qu'on est conscient de toutes ces choses-là, qu'on sait ce dont on a besoin pour bien débuter, les outils dont on a besoin pour bien débuter, quelles sont les étapes? Après, grosso modo, 3 semaines de journal alimentaire, après qu'on ait fait le tri de ces placards, après une compréhension basique de l'alimentation anti-inflammatoire, il ne s'agit pas d'avoir un master 2 en diététique et nutrition, je sais pas quoi là, médecine nutritionnelle ou je ne sais quoi. Il s'agit juste d'avoir des notions basiques. Et ben tu te lances. Tout simplement, tu te lances. Alors déjà, il faut commencer par faire ce qu'on appelle des essais, des erreurs et des fautes de goût. Pas se leurrer, on va faire des essais. Il y en a qui vont bien se passer, ça va être délicieux, tout le monde va adhérer. On va faire des erreurs parce qu'on n'a pas forcément tout intégré. Et c'est pas grave, faut bien commencer. Et puis on va faire des fautes de goût parce que parfois ça va être juste dégueulasse en fait. Donc il faut vraiment expérimenté tout ça. Évidemment garder ce qui nous fait kiffer, hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre la rate au courbouillon.
J'invite à faire, dans ces cas-là, grosso modo, on est majoritairement, principalement occidentaux ici. Donc notre petit-déj, c'est céréales, lait, gluten, pain, beurre, confiture, jus industriel au petit-déj. Faut pas, on va clairement. Et les goûters, c'est pareil, c'est des paquets de biscuits, des choses comme ça. Objectivement, c'est ça. C'est pas un jugement, c'est un fait. On a tous mangé comme ça parce qu'encore une fois, on nous a vendu que c'était bien, c'était enrichi en je ne sais pas quoi. J'ouvre une parenthèse. Dès qu'on vous dit que c'est enrichi en, c'est bien parce qu'à la base c'est de la merde. Je ferme la parenthèse. Je veux dire, on n'a jamais vu des amandes enrichies en. C'est des amandes, point. Les amandes, c'est riche par définition. Donc là, il s'agira d'analyser, en fait, une fois qu'on aura... Donc déjà, on va modifier donc 3 repas. 3 repas de la journée, 3 moments, 3 repas à des moments clés de la journée, à savoir le petit déjeuner, les encas et goûter. Parce que de mon point de vue, vu notre modèle alimentaire occidental, c'est quand même là où il y a le plus de produits pro-inflammatoires. Mais après, c'est moi, je te propose de commencer par ça. Tu analyseras une fois que tu auras fait des petits essais de droite et de gauche, toujours après, en ayant maintenu ton journal alimentaire. Ce que tu auras mis au déjeuner, tu vas analyser donc sans jugement et autocritique, pardon, ce que tu as commencé, les changements que tu as mis en place. Et également, continuer à regarder ce que tu mets au déjeuner et au dîner. Toujours sans jugement, que tu aies ou pas fait des changements, c'est pas grave. La question, elle est de comprendre où sont les axes de progrès. Vous savez, quand il y a quelques années, j'étais très lombalgique. Mais je ne pouvais pas porter plus de 5 kilos. Enfin, c'était vraiment l'horreur, quoi. J'étais pliée en 12, marcher 3 minutes, j'étais malade, marcher, rester assise 1 heure, j'étais pas bien. Enfin, l'horreur. Vraiment, le dos pourri de chez pourri. D'ailleurs, je vends mes lombaires si ça intéresse quelqu'un. Et en fait, ce que m'avait dit mon kiné à l'époque, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui va. Alors je l'ai regardé comme ça quand il m'a fait la liste de mes problèmes de dos. J'étais trop raide, trop musclée. J'avais ce qu'on appelle une hyperlordose. En gros, je suis cambrée. Un début de scoliose, donc vraiment la colonne vertébrale qui tourne comme ça. Le dos pourri. Le dos pourri de chez pourri. Et il m'a dit, mais la bonne nouvelle, c'est que quand il y a comme ça, quand rien ne va, c'est que ça ne peut que s'améliorer. Donc la bonne nouvelle, si ton assiette elle est moisie, c'est que tu peux que t'améliorer et donc l'alimentation sera pour toi un véritable axe de progrès. Très clairement. Très clairement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que tu analyses avec objectivité la qualité des aliments que tu mets dans ton assiette lors de l'analyse de ton journal alimentaire. Il ne s'agit pas de se flageller à chaque assiette. Tu manges comme d'habitude. Simplement tu regardes en disant « Ah ouais, ça quand même, à ce moment-là, si je mange ça là, c'est que j'ai pas d'autre solution. » Pourquoi j'ai pas d'autre solution? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Peut-être que j'y ai simplement jamais réfléchi. En fait, c'est vraiment ce raisonnement qu'il faut avoir sur son assiette et pas se dire « Bouh, je suis une vilaine fille, ah, j'ai mangé un morceau de fromage, ouah, je vais me fouetter. » Intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fiche. Ce qui est important, c'est que toi, tu aies une analyse critique et objective de ton assiette. Le tout avec indulgence. Encore une fois, on ne se flagelle pas. On comprend ce qu'on met dans son assiette, on le conscientise, et à partir du moment où c'est conscientisé, sans jugement, sans flagellation, juste, ouais, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un peu moins mal avec les petites modifications que j'ai faites, mais c'est pas encore la panacée, quoi. Bah, y a peut-être encore tout ça à modifier, mais c'est chouette, en fait. Tu crois pas que c'est une bonne nouvelle, franchement? Et donc, ça, tu vas faire ça jusqu'à ce que tu te sentes à l'équilibre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé vraiment un bon kiff pour le matin, pour ton goûter, pour tes encas, que vraiment tu as trouvé une petite routine bien sympathique, un petit truc qui te convient bien, dans lequel tu t'épanouis, je t'invite à regarder les recettes dans les albums, tu en as des milliers, et je dis bien des milliers, hein, on est quand même 14 000 membres, on a toutes bossé. Donc du coup, tu as vraiment le choix, et tu pioches dedans, jusqu'à ce que tu trouves des recettes qui soient facilement reproductibles, qui te conviennent. Faut faire des essais parce que c'est des associations de saveurs que tu connais pas. Donc il va vraiment falloir que tu fasses des essais, que tu te lances en fait. T'as pas le choix. Et une fois que tu as trouvé vraiment ces 3 repas-là, tu t'y sens bien, et que tu as fait l'analyse autocritique de ton déjeuner et de ton dîner, là tu vas pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer au niveau de mon déjeuner et de mon dîner. Et là, pareil, rebelote, podcast,
vidéos, articles pour être convaincu. Et une fois que ça c'est fait, que ce travail il est fait, bah, tu vas recommencer à faire des tests, à faire des essais, des erreurs et des fautes de goût. Et franchement, les fois où tu rates et que c'est pas bon, marre-toi. Sincèrement, des ratés, ça fait longtemps que j'en ai pas publié mes ratés, mais j'ai fait des ratés phénoménales. Hein. Tu parles à quelqu'un qui arrive à cramer des œufs durs, hein, d'accord. Donc, niveau... tu peux pas avoir meilleur niveau que moi. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Si tu es sur ce groupe pour changer d'alimentation, là, je te donne des tips pour y arriver. Bienvenue. Et là, donc, tu vas t'attaquer à ton repas du midi et du soir, de la même manière que pour le petit-déj, à savoir que tu essayes des recettes, jusqu'à ce que tu trouves un équilibre routinier et plaisant. J'insiste sur la notion de plaisir. La seule chose qui va faire que tu vas tenir, même si j'aime pas ce terme, c'est le fait que ça te plaise. Si t'aimes pas ce que tu manges, ça tiendra pas. Donc, je vois même pas l'intérêt de se prendre la tête, en fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, pareil, surtout ne pas oublier que pendant toute cette période, on maintient le journal alimentaire, que j'invite à maintenir grosso modo entre 1 et 2 ans. Le journal alimentaire, il a deux vertus. La première, c'est que ça nous permet de conscientiser ce que l'on mange. La deuxième, c'est que je connais personne qui a envie d'écrire qu'elle a mangé un kebab, en fait. C'est bête, hein. Mais moi-même, quand j'ai des périodes de connassitude et que je sais que je vais bouffer de la merde, j'ai tendance à reprendre mon journal alimentaire parce que j'ai pas envie d'écrire n'importe quoi dedans. Et je le fais, voilà, c'est une façon de moi de me maintenir dans un mode de vie qui fait que je vis bien et que je suis pas en douleur, je suis pas en PLS H24. Trouve-toi quelque chose qui te retienne dans un mode de vie qui soit sans douleur. C'est l'objectif, c'est le zéro douleur. L'objectif, il est là. Il n'est pas d'avoir une belle petite assiette à présenter aux copines parce qu'on est vachement plus meilleur que les autres. L'objectif, c'est d'avoir une assiette qui nous convienne, qui nous plaise et qui soit compatible avec un régime anti-inflammatoire pour ne pas souffrir. Dans tout ça, j'ai oublié un truc très important. On mange. L'objectif, c'est de manger à sa faim. Donc on ne reste pas, on ne s'affame pas. Donc il n'y a pas d'assiette avec 2 bâtons d'haricots verts et puis un œuf dur et puis on se dit est-ce que c'est anti-inflammatoire? Ouais, mais c'est un goûter. Vous voyez? Faut qu'il y ait à manger dans l'assiette. On ne doit pas avoir faim. Si on a faim, c'est qu'on ne mange pas assez. Point. Donc on rajoute. Et donc tout ça, on analyse toujours son journal alimentaire jusqu'à ce qu'on obtienne donc des assiettes cohérentes et puis après, il n'y a plus qu'à s'auto-analyser soi, puisque là, grosso modo, ça fera entre 6 et 9 semaines qu'on aura commencé le régime anti-inflammatoire. On devrait commencer à avoir des résultats, et des résultats qui se répètent. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ce qui va vous convaincre, la conviction suprême, c'est lorsque vos premières règles, elles arrivent et que vous ne les sentez pas passer. C'est lorsque vous arrivez à être surprise par vos règles. C'est-à-dire, oh, elles arrivent. Alors que d'habitude, elle t'envoie un courrier recommandé avec accusé de réception, t'as un texto, t'as le gardien qui sonne à ta porte pour te dire j'arrive dans 3 semaines. Et tu dérouilles pendant 3 semaines. Lève un doigt si t'es concerné. Donc soyons clairs, l'objectif il est là. En quoi ça consiste exactement? Faut savoir que changer d'alimentation, c'est quand même changer de mode de vie, voire même de système de pensée et voire même de système de valeurs. Ça aura plusieurs impacts. Ça va avoir un impact sur tes finances, sur tes loisirs et tes sorties, sur ton boulot et ta scolarité et sur tes contraintes et obligations. Je m'explique. À partir du moment où tu revois complètement ton système de pensée, il faut être conscient que l'alimentation, ça fait partie de ton mode de vie. Donc toutes les personnes qui sont autour de toi, elles sont autour de toi parce que tu partages à l'instant T un certain lifestyle, un certain mode de vie, une certaine vision du monde. À partir du moment où tu es convaincu que l'alimentation, c'est pas juste un truc qui te remplit la panse pour pouvoir tenir la journée, mais c'est quelque chose qui va vraiment te nourrir, toi, pour combattre la maladie. Les personnes qui sont autour de toi, qui ne sont pas concernées par la maladie, et tant mieux pour elles, j'ai envie de dire, elles n'auront pas ce niveau de conscience. Les personnes qui sont autour de toi et qui t'auront appris à manger comme ça, parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit, elles auront beaucoup de mal à accepter l'idée que tu rejettes leur modèle pour aller vers autre chose. Du coup, faut être conscient de ça, parce que ça, c'est le principal frein au changement d'alimentation, c'est le qu'en dira-t-on. Du coup,
Pour pouvoir l'intégrer en douceur, on va commencer par des trucs qui ne se voient pas. Donc quand on est à la maison. Donc pareil, dans les débuts, vous prenez pas la tête avec quand je vais chez mémé en fait. Si déjà tu sais pas encore comment tu vas t'organiser, comment tu vas gérer tes soirées entre amis, c'est pas à mémé que tu vas lui imposer ça, soyons clairs. Donc du coup, ça demande de réinterroger ses priorités. Ça c'est pour la vie sociale, et loisirs, sorties, famille, école, parce que tout ton environnement en fait va être impacté par ça. Mais une fois qu'il y a l'environnement, il y a aussi les finances. Parce que la manière dont tu vas gérer ton budget quand tu manges anti-inflammatoire n'est pas le même. J'entends beaucoup dire manger bio c'est plus cher. Ben non. Moi je suis désolée, non. Les 4 premières années, j'ai fait tellement d'économies que j'ai refait ma cuisine du sol au plafond. Je vous donne juste un ordre d'idée. Et quand j'ai refait ma cuisine, je ne parle pas d'acheter 3 pots de peinture à Ikea. J'ai pris un artisan, j'ai changé les meubles, j'ai changé le carrelage, j'ai changé la peinture, j'ai changé la plaque de cuisson. Il n'y a que le four que j'ai gardé en fait. Du sol au plafond, j'ai tout refait. Juste pour vous donner un ordre d'idée du niveau d'économie qu'il vous est possible de faire. Autre anecdote, j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. Et je suis donc en indemnité payée par la sécurité sociale. Jusque-là, normal. À un détail près, c'est que la sécu, parfois, elle oublie de vous payer. Donc je suis restée 2 mois sans indemnité. Je suis pas morte de faim. Hein. Mon congélo, il était plein. Mes placards étaient pleins de légumes secs. J'ai mangé à ma faim. Voilà. J'ai juste vidé mon congèle, vidé mes placards. Bah, c'est sûr que quand j'ai retouché ma paye, après, il a fallu que je recharge. Mais juste pour vous dire, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on a dans ces placards. C'est la première des choses. Donc, c'est de l'argent. Hein. Ça viendra à l'idée de personne de prendre de l'argent et de le mettre sous l'oreiller. Vous voyez, bah, c'est un peu ce qu'on fait avec la bouffe aussi. Et tout ça pour vous dire que ça ne coûte pas plus cher. C'est simplement que la répartition des dépenses n'est plus la même. Donc ça demande d'analyser ces dépenses. Et de se rendre compte que, par exemple, on va faire des dépenses en produits ménagers qui vont coûter une fortune. Excusez-moi, on a besoin d'un nettoyant pour le sol, d'un nettoyant pour les vitres, d'un nettoyant pour le plafond, d'un nettoyant pour la vaisselle, d'un nettoyant pour le plan de travail, d'un nettoyant... On a besoin de tout ça. Et puis après, on a le multi-usage. Hein. Juste pour toutes les fois où le nettoyant spécifique ne suffit pas. Donc moi, la blague dans l'histoire, c'est quand j'ai refait ma cuisine, c'était par rapport à mon ancien mode de consommation. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec des placards vides. Parce que quand tu n'as plus de produit spécial pour le sol, parce que le savon de Marseille, ça nettoie aussi bien le parquet que le carrelage. Tu veux faire briller, tu mets juste du vinaigre blanc sur le parquet, sur le carrelage, et un peu d'huile sur ton parquet. C'est tout bête, c'est tout bête. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de liquide vaisselle, parce que le savon de Marseille, ça marche très bien en fait. T'aimes pas le savon de Marseille en pain? Ben, tu fais comme moi, tu achètes du savon de Marseille liquide. Le savon de Marseille liquide pour le sol, celui avec lequel je nettoie le sol, ben, c'est celui avec lequel je nettoie mes vêtements, c'est celui avec lequel je fais ma vaisselle. Donc ça me coûte un bidon de 40 € par an. Vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin de 12 000 détergents, vous achetez un nettoyeur vapeur et vous faites tout du sol au plafond. Les vitres, les sanitaires, tout. C'est bête hein, ce que je dis, mais je veux faire comprendre par là, c'est que ça, c'est du budget que je ne mangeais pas. Maintenant, j'ai tout mis dans mon assiette. Donc, demande déjà de revoir un petit peu son modèle de dépense. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prioritaires, qui sont importantes ou pas? Les loisirs, c'est important. Maintenant, ça va demander de réajuster nos modèles de consommation pendant les loisirs et les sorties. Si vos sorties, c'était encore une fois le kebab du mercredi, bon, il faudra discuter avec votre kebab. Peut-être qu'il a non pas des pains, mais des galettes de riz, par exemple. Ou des galettes de maïs. Ok, le maïs, c'est discutable. Mais quand vous en serez à savoir que le maïs et l'avoine sont discutables, c'est que vous aurez maîtrisé l'assiette. Là, je m'adresse vraiment au début de la personne qui commence. Et enfin, les contraintes et obligations. Parce que vous allez vous rendre compte que en modifiant votre système de pensée, il y aura aussi un impact important du stress sur la douleur. Donc, c'est pas le tout de changer son alimentation. Si on n'a pas réfléchi à son mode de vie, j'entends bien réfléchir, pas de tout modifier. Il ne s'agit pas, encore une fois, de tout plaquer, de se barrer et de dire tous des cons, en fait. Hein. Juste d'être conscient que les changements qu'on met en place à ce moment-là ont un impact direct sur les personnes avec lesquelles on interagit. Et que par conséquent, ce qui était pour nous à un moment une obligation, parce qu'on l'a choisi, c'était une contrainte qu'on a choisie par rapport à des obligations et des kiffs personnels, peut-être que c'est plus important. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus aussi important. J'en sais rien, je dis ça, c'est très personnel et c'est très propre à chacun. Ça va demander...
de revoir si les contraintes et les obligations que l'on a, ce sont des choses que l'on a choisies, si ce sont des choses que l'on nous a imposées, et ou si c'est encore pire encore, c'est des choses que l'on subit pour avoir la paix sociale. Parce que tout ça, ce sont des petits stresseurs, et le stress est aussi toxique que l'alimentation, que les aliments inflammatoires. C'est la même chose. Vous pouvez éclater vos résultats sur une alimentation anti-inflammatoire, mais complètement les ruiner avec un agent stressant extrêmement important. Donc vraiment être conscient qu'il va aussi falloir travailler sur ça. Et ça demande vraiment de s'affirmer en fait, de savoir poser ses limites. C'est pour ça que, encore une fois, je maintiens, changer d'alimentation, ce n'est pas que changer d'alimentation. C'est vraiment tout un système de pensée, tout un système de valeurs, et propre à chacune, hein, on est 14 000, on ne partage pas toutes les mêmes valeurs, qu'il faut revoir pour l'adapter au fait que notre objectif principal, et ça c'est la seule chose qu'on a tout en commun, on ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir. Mettez-vous bien ça dans la tête. Tout ça intégré, l'alimentation est un outil majeur d'aide à la perte, enfin à l'absence de douleur, à la fin des douleurs. C'est hyper utile. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, c'est quelque chose que l'on fait tous, et c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le choix. Ça, vraiment, je vous invite à avoir cette réflexion sur vos vies pour changer d'alimentation. Et enfin, une fois qu'on a compris comment est-ce que ça évolue, en quoi ça consiste, ben, il n'y a plus qu'à y aller en fait. Il faut juste vous laisser le temps d'y aller progressivement. Alors moi, j'ai proposé ces étapes-là. Il y a encore d'autres répartitions qui vont être d'identifier par exemple les événements sociaux. Parce que forcément, on a des événements, on a des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des décès, des Noëls, jour de l'an, les soirées entre potes, les fêtes, les grosses fêtes, la soirée entre potes chill devant la télé ou Netflix, c'est pas la même chose que quand on se fait une grosse soirée, gros son, grosse ambiance, vous voyez. Toutes ces petites choses-là, en fait, vont demander des ajustements au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire. Toutes ces choses-là, il faut être conscient que comme tu manges tout le temps, il va falloir trouver des astuces. Ça peut être, par exemple, avant d'aller manger chez des amis, bah, tu manges avant. Je sais, c'est très impoli. Mais au moins, tu vas pas te jeter sur les canapés à base de saucissons et de fromage. Puisque pendant que la personne, l'hôte, elle va s'affairer en cuisine et terminer son repas, il va y avoir beaucoup de choses comme ça sur la table, des amuse-gueules, des trucs industriels, vous savez, là, les chips, les trucs comme ça, là, qu'on aime tous. Ça, c'est pas terrible en termes d'alimentation anti-inflammatoire. Si tu as mangé avant, tu mangeras peut-être un curly, un Sprinkle, et c'est tout. Vous voyez, on n'est pas dans l'interdiction absolue et dans la punition et je ne sais quoi. On est vraiment dans une gestion intelligente du changement d'alimentation et un accompagnement proactif du changement d'alimentation. Du coup, j'espère que ces explications vous ont plu. Je vous invite à revoir quand même la première vidéo, premier live que j'ai fait sur le sujet. Comme ça me l'a été demandé, je l'ai même mise sur YouTube. Je ferai pareil certainement avec celle-ci. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que cette fois-ci, je les verrai mieux que la dernière fois. Ah, et je vois que mon rouge à lèvres, ça fait parler, dis donc. Hein. Ben, là, en fait, la compo, c'est un rouge à lèvres Avril. Donc, Avril, c'est une marque bio. Donc, grosso modo, 90% des composants sont corrects. Après, il y a toujours 10% de cacaboum. Hein. Mais je n'ai pas lu la composition. Je me suis juste fiée à la marque. Parce qu'en plus, j'ai la chance dans mon malheur d'avoir une peau très sensible. Donc, quand un truc me convient pas, ça me fait pleurer, ça m'irrite. Là, par exemple, je peux vous dire, mon mascara et mon eyeliner, ils sont trop vieux. Parce que ça me fait chialer. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais les jeter, puis je vais en acheter d'autres demain. D'autres questions sur l'alimentation anti-inflammatoire ?
Bon, super, comme la dernière fois, je ne vois rien. Du coup, bah, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on reparle des détails de l'alimentation anti-inflammatoire. Et là, cette fois-ci, maintenant qu'on a compris qu'il y avait plein de choses à mettre en place, peut-être faire un tour... Ah, une question. Alors, merci. Je teste l'ail en ce moment. Et même en n'ayant plus faim, j'ai envie de grignoter. Et du coup, c'est très frustrant. Ben, pourquoi ce serait frustrant? Si tu grignotes des choses qui sont compatibles avec l'alimentation anti-inflammatoire, je vois pas où est le problème. J'ai pas compris ta question. Ça doit avoir un effet sur les règles. Ma question est restée sans réponse sur le groupe. Elles sont en poudre. C'est-à-dire, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire exactement. Alors, bon, pour répondre à la première question, justement, je n'ai pas encore trouvé des choses à grignoter. Aïe, bah tu vois, tu es complètement dans la démarche que je disais, à savoir que, objectivement, tu as fait une analyse de ton journal alimentaire, même si je pense que tu l'as pas encore créé, il serait peut-être temps que tu le fasses, et que là, ben, pour les goûter, tout ce qui est grignotage, goûter, encas, amuse-gueule, t'as pas encore trouvé. Du coup, je t'invite à aller dans les albums. Il y a plein de petites choses de recettes et autres. Moi, personnellement, j'ai trouvé des amandes enrobées de chocolat noir. Un régal. Je fais beaucoup de fruits secs, amandes, noix, noisettes. Après, tout dépend où tu te trouves. Si tu es chez toi, bon, tu peux te faire un truc avec... ce que j'aime bien, par exemple, c'est les yaourts au lait de coco qui s'appelle Yacoco. Moi, j'aime bien. Franchement, je suis en surkiff de cette marque. Et en fait, je me fais un espèce de muesli maison. C'est-à-dire que je les découpe, je les concasse. Je mets ça dans le yaourt avec des copeaux de chocolat. Et là, je me casse le ventre. Tu peux faire ce genre de choses. Tu peux faire des salades de fruits. Alors, ça te paraît banal comme ça, la salade de fruits. Mais la salade de fruits telle que moi je la vois, ça n'a rien à voir. Je fais des salades de fruits avec donc, des fruits en morceaux. Bon, jusque-là, tout le monde connaît. Mais moi, je mets de l'huile d'olive. C'est bizarre, hein. Mais l'huile d'olive, c'est un fruit aussi, l'olive. Donc du coup, ça se marie très bien avec les fruits. Je mets de la cannelle, parce que j'aime bien la cannelle. Je mets des graines de ce qui me tombe sous la main, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de recette type. C'est tout ce qui me tombe sous la main, je le mange en fait. Et donc du coup, ce que je mélange ça, donc des graines de chia par exemple, et là, franchement, une tuerie. Qu'est-ce que je fais d'autre comme mon cas? Après, tu fais tout simplement des gâteaux. Hein. Je veux dire, tu prends une recette d'un gâteau qu'il y a dans les albums. Et de préférence un cake. Pourquoi je te dis ça? C'est que ton cake, t'en fais genre 1 kilo de cake et puis tu te le compartimentes, tu le fais cuire. Et toi, tu te fais un gros cake, tu vois, un gros truc bien massif, tu vois. Et tu te le compartimentes en plusieurs morceaux que tu mets au congélateur. Comme ça, tu auras toujours ton gâteau, des gâteaux... des gâteaux pour toi, avec du lait végétal si t'aimes bien, avec des smoothies si t'aimes moins. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, mais ne sois pas frustré, c'est normal quand on débute. On a l'impression que changer d'alimentation, c'est juste changer un truc. C'est tout ton mode de vie qui est revu. Et là, tu te rends compte que dans cette situation, tu sais pas quoi faire. Là, il y a les barbecues, tu sais pas quoi faire. Il va y avoir, je sais pas moi, les repas de fin d'année là qui vont arriver. Tu sais pas quoi faire. C'est normal en fait, tout ça c'est normal. Donc faut se donner le temps de réaliser qu'il va y avoir des situations dans lesquelles on ne sait pas quoi faire. Et c'est normal, c'est ok. Ça va venir avec le temps. Moi je fais comme ça, mais ça m'a pris du temps, hein, faut pas croire, hein. C'est long, ça demande du temps. C'est pour ça que c'est important d'analyser comment on mange. Parce qu'on se rend compte de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va pas. De ce qui va être à corriger, de ce qui va être à adapter. Et puis il y a des fois, à l'instant T, on n'a pas le temps, ou on n'a pas les moyens aussi. Parce que si tu as déjà acheté tes goûters industriels pour le mois, tu vas pas prendre ton placard, le mettre dans la poubelle. On est d'accord, il faudra bien le finir. Donc oui,
Et donc ça va être le moment. Si tu, par exemple, c'est ton cas, tu as déjà acheté plein d'encas, de trucs, de barres chocolatées, j'en passe, c'est là, tu vas le bouffer. Donc ce que tu vas faire, tu vas tester des recettes au fur et à mesure. Comme ça, l'avantage, c'est que le jour où il y a une recette que tu as fait qui ne te plaît pas, ben, tu auras toujours la solution de repli sur tes trucs caca-burk. Et tu sais que c'est caca-burk. Mais bon, c'est là, de toute façon, tu vas pas le jeter. Donc voilà, c'est pas un jugement. Mais l'objectif, c'est de ne plus en racheter. Pour ne plus en racheter, il faut être convaincu par ce qu'on a dans l'assiette. Et quand je dis convaincu, c'est pas seulement sur un plan intellectuel, blablabla, c'est bon pour la santé, ouin, ouin, ouin. Enfin, si ça marchait, ça se saurait. Je pense qu'on est tous les gosses de la Terre ici que nous avons été, on a entendu, mange de la soupe, ça te fera grandir. Ça a été efficace. Je fais 1m65, d'accord? Donc on va arrêter, ça c'est des conneries. Ce qu'il faut, c'est vraiment quelque chose qui te convainc, c'est-à-dire que d'un point de vue gustatif, tu kiffes. Et pour moi, le marqueur, c'est ces deux indicateurs, le kiff et la douleur. C'est les deux seules choses qui comptent. Après, tu continues à performer dans le truc, mais là, tu es dans un niveau un peu plus averti au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de cette vidéo, tu vas réajuster au fur et à mesure. Ça, comme tout le monde, en fait. Après, j'ai vu une autre question. Mes règles se présentent sous forme de poudre, comme de l'ombre à paupières qui tombe dans l'eau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors là, tu vois, je ferais quand même à ta place un petit bilan hormonal, parce que là, ça ressemble quand même à une problématique plutôt médicale. Donc faire quand même un bilan hormonal, voir si tout va bien. Et une fois que tu as ce bilan hormonal, peut-être aussi voir avec un naturo, parce que c'est spécifique à ton état général, tu vois. On n'est pas sur de l'allopathie, à savoir un problème, un médicament. On est sur une approche holistique. Et ce qui t'amène aujourd'hui à avoir des règles comme ça, c'est sur un plan holistique. C'est-à-dire que c'est tout ton corps qui réagit de cette façon-là. Donc du coup, c'est très difficile pour moi de te répondre là comme ça. Ce qu'il faudrait voir, c'est, je sais pas, par exemple, est-ce que tu as encore des congestions pelviennes? Peut-être, est-ce que tu fais ou pas du sport? Parce que tout ça, ça bloque. Est-ce que tu es ou pas constipé? Parce que ça, c'est des choses qui peuvent bloquer les règles. C'est con, hein? Mais le caca, ça bloque les règles. Vous imaginez ça, vous? Donc, voilà, faire vraiment un tour là-dessus. Parce que, ouais, ça ressemble à un petit déséquilibre hormonal. Et puis, où en es-tu aussi de l'alimentation? Oui, on revient toujours à l'alimentation. Mais l'alimentation, comme de l'ombre à paupières. Donc, si tu me dis ombre à paupières, c'est qu'a priori, tes règles, elles sont foncées. Si elles sont foncées, c'est que c'est du sang oxydé. Des règles doivent être bien rouges. Même si c'est une petite tache, elles doivent être bien rouges. Alors, doivent. Si elles s'oxydent un petit peu, on va dire que c'est parce que ça stagne. Si ça stagne, c'est peut-être là qu'il faut regarder si tu manges assez d'antioxydants, assez de fruits et de légumes. Qu'on va faire pour décongestionner Non, je termine avant. Donc pour ce qui est du batch cooking, ouais, c'est top. Je le pratique pas parce que je suis une feignasse, mais ça marche pas. Enfin, je le pratique pas comme c'est proposé. Moi, j'ai tendance à faire 2 sessions de cuisine par semaine. Voilà, j'ai tendance à faire ça, 2 sessions de cuisine par semaine, parce que bon, il y a des soirs où je sors, il y a des soirs où j'ai pas faim, il y a des soirs où... voilà, je fonctionne comme ça. Donc, mais le batch, ça fonctionne bien, parce que ça évite d'avoir à se poser la question. Et ça aussi, c'est un truc, et il y a toujours de quoi bouffer chez vous. Il y a toujours de quoi grignoter, ça vous évite d'acheter des trucs de merde, parce que vous ne savez pas quoi manger. Alors ensuite, pour la zone pelvienne, quoi faire pour décongestionner la zone pelvienne? En ce qui me concerne, j'ai été voir un ostéopathe spécialiste en fait de la sphère gynéco et il m'a manipulé mais de ouf. Alors j'ai fait 2 choses. La première, je vous l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé le stomach vacuum et en fait franchement je me suis rendu compte que comme justement j'ai des congestions pelviennes, ça bloquait par moments, j'arrivais plus à aplatir suffisamment. J'arrivais plus à aplatir suffisamment justement la zone pelvienne et je comprenais pas pourquoi. Et donc j'ai été voir l'ostéo qui m'a débloqué tout ça et franchement j'ai gagné en amplitude en faisant ça. Donc l'ostéo ça fonctionne et je lui ai donc parlé du stomac et il m'a dit surtout de continuer parce que j'ai une tendance à faire des adhérences. Voilà, parce que moi je suis admin d'un groupe qui parle d'endométriose, mais ce qui m'emmerde le plus aujourd'hui c'est des fibromes. Et en fait les fibromes c'est comme si j'avais mon poing dans le ventre qui écrasait tous mes organes. Donc du coup tous mes organes en ce moment ils sont des bisous. Donc des épisodes par exemple de constipation. Et par rapport au transit aléatoire, le stomach vacuum c'est pas mal.
Parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé au niveau du transit. Ah, moi, franchement, quand je fais une session, allez, entre 5 et 10 minutes, hein, je suis pas une acharnée. Stomac vacuumagin, caca du matin. Voilà. Je reprends l'alimentation anti-inflammatoire avec rigueur parce que les dernières règles, j'ai souffert comme jamais. Never. Bah, tu vois, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, tu es convaincu. T'as pas besoin de lire des bouquins, d'apprendre d'apprendre des trucs de dingue sur la nutrition ou de faire une fac de médecine, en fait. Ton corps, il t'a tout dit. Il t'a dit, tu vois, quand tu me traitais bien, ça se passait bien. Quand tu me traites mal, ça se passe mal. C'est tout. Notre corps, c'est notre allié, c'est notre indicateur. Ça sert à rien de se battre contre lui. De toute façon, on l'a jusqu'à la mort, donc autant faire avec. Mais par contre, comme lui-même, il est attaqué par la pathologie, c'est peut-être pas plus mal que de lui donner les armes pour se débarrasser, non? Voilà, faut l'armer. Et le stomac vacuum, en fait, ça travaille aussi sur le péristatisme. Le côlon, il a un schéma comme ça, d'accord? Au niveau du ventre, ça fait ça. Et du coup, quand on travaille en fait en stomac, ça provoque des petites contractions au niveau de l'intestin. En gros, ça fait remonter la crotte qui stagne. Je vous la fais courte, hein, mais c'est ça le péristatisme. Ils emploient des mots super compliqués pour dire qu'en fait, c'est le caca qui remonte le long du côlon jusqu'à arriver au rectum. Voilà, voilà. Et en plus, franchement, comme tu y vas plus souvent, je parle de ça pour les personnes qui, comme moi, ont des atteintes au rectum, quand tu y vas plus souvent, ben, t'as moins mal au foufouillon, en fait. Hein. Tout simplement. Pour ce qui est de la reprise, c'est bien de reprendre la rigueur. Bon, maintenant, je pense que tu connais le sujet, donc je pense que tu restes modéré dans le terme rigueur, mais l'objectif, encore une fois, c'est toujours d'y prendre du plaisir. Donc, il faut par contre t'interroger sur pourquoi tu as, entre guillemets, lâché. Il y a peut-être une raison derrière, et l'identifier. Est-ce que c'est la pression sociale? Est-ce que c'est le quand dira-t-on? J'en sais rien, tu vois, j'ai pas de jugement. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est des compléments alimentaires, donc là, comme je l'ai dit, je parle de l'alimentation quand on débute. Parce qu'en ce qui me concerne, je trouve que se dépenser des millions de dollars dans des compléments alimentaires, alors qu'on massacre derrière tout à base de junk food, c'est idiot. Et quand je dis massacrer, c'est pas j'ai mangé un kebab une fois par semaine. C'est des personnes dont c'est le modèle alimentaire qui en mangent 3, 4, 5 fois dans la semaine. On a 3 repas par jour, 7 jours par semaine. Ça fait 21 repas. Si tu en manges 5 fois par semaine, ça veut dire qu'un quart de ton temps, tu manges de la junk food. Je parle pas spécifiquement de la personne qui me pose la question, d'accord, mais c'est juste pour dire mon état d'esprit par rapport à ça. Donc déjà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut assainir. Une fois que ça c'est assaini, et vu que toi, dans ton cas, tu pratiquais déjà l'alimentation anti-inflammatoire depuis plusieurs années, si ma mémoire est bonne, effectivement, tu peux ajouter des compléments. Parce que là, pour le coup, ça va complémenter ton alimentation. Après lesquels, j'ai tendance à dire, moi, j'ai procédé comme ça. J'ai procédé comme ça, c'est d'analyser un peu le type de douleur que j'avais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est dans Le Malade imaginaire où le médecin il demande ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille. Et c'est important de vraiment discerner le type de douleur que l'on a, parce que comme ça nous permet d'aller vers les compléments alimentaires, les plantes qui nous conviennent le mieux. Maintenant, vous avez tout sur Internet, vous allez les trouver. D'accord ? Et donc, du coup, ça permet d'aller dans la meilleure direction possible pour soi. Donc, du coup, effectivement, c'est les compléments que tu as donnés, ils sont très bien. Ils sont très très bien. Voilà, un cas d'école. Oui, j'ai lâché à cause de problèmes familiaux et la bouffe est devenue mon refuge, une catastrophe. Je comprends. Moi, j'ai fait pire que toi, c'est la clope. J'ai arrêté pendant 2 ans et j'ai repris, tu vois. Donc, on a des périodes de connassitude, faut l'accepter. Après, il faut se ressaisir et rebondir. Par contre, pour la clope, j'y suis pas encore arrivé. Mais ça va venir. Ça va venir. Ça aussi, il faut se laisser convaincre. Mais ouais, la bouffe est souvent un refuge, surtout quand on a des soucis. C'est comme ça. Mais c'est bien d'en être consciente, parce que ça veut dire que tu as vraiment compris les mécanismes qui t'ont conduit à modifier des habitudes alimentaires qui pour toi étaient saines pour en plus aller vers des habitudes que tu sais être délétères. Donc ça, c'est important de l'avoir compris. Ça te permettra vraiment de continuer à progresser et de continuer sur la durée. Parce qu'on a tous des périodes comme ça. Ça, c'est tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Bon, bah, je pense que pour ce soir, ce sera tout. On aura quand même fait un beau live, hein. Du coup, moi, la nouveauté, c'est qu'au niveau de l'ovaire droit et côté droit de l'utérus, j'ai des contractions venues de l'enfer. Je compatis. Je n'ai plus le choix que de mieux manger, effectivement. Ouais, je comprends ça. Je comprends. Ça tabasse, hein, les contractions. Un antispasmodique, alors je sais pas si tu es sous hormones et ou si tu tombes enceinte, auquel cas tu ne pourras pas tenir compte de mes conseils. Mais lâcher les millefeuilles, ça fonctionne bien. Et les feuilles de framboisier. Moi, franchement, pour les contractions, je fais la différence. Ce que j'ai raconté une fois dans une vidéo, c'est que j'ai un thermos, en fait, dans lequel je mets mes feuilles de framboisier, mon eau chaude, et puis je bois ça toute la journée. Voilà. Je le fais, je vois la différence tout de suite. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toute une bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Et là, on parlera, maintenant que l'on sait comment on doit organiser sa vie autour de l'alimentation, on va parler de ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire vraiment. Et voilà, des principes de base, quoi. Il n'y a rien de sorcier. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toute une bonne soirée. Ciao.